Et la compétence, qui est très importante. Nous allons parler aussi de la crainte de Dieu et vous venez d'aborder la loyauté ou l'intégrité. Voilà. Et maintenant, c'est le quatrième critère qui est aussi très important quand nous venons dans cette conclusion de notre entretien aujourd'hui. Quel est ce quatrième critère dont vous pensez qui est très important pour l'homme qui est dans la politique selon Dieu? Alors là, c'est important parce que ici, je viens toujours. Jéthro dit à Moïse, donc comme vous venez de dire, il a dit, choisis-moi des hommes qui soient compétents, qui craignent Dieu, qui aient la loyauté. Et le quatrième point, j'aimerais le dire tel que c'est écrit dans la version anglaise, et après nous allons dire en français. Okay. Et en anglais, on dit, and people who hate a bribe. Si je traduis ça en français, traduis cette phrase, et les gens qui haïssent la corruption. Exact. C'est-à-dire des incorruptibles. Exact. Le quatrième critère, en d'autres termes, selon Dieu, selon Exode, c'est que les hommes politiques doivent être des hommes qui haïssent la corruption. Malheureusement, la politique et la corruption semblent aller de pas à pas. De pas à pas. Semblent aller ensemble. Je sais qu'il y a une expression en anglais que nous traduisons en français, on dit power corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Yes. Que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais ça sera aussi faux de croire que tout homme politique devra être corrompu. Parce que dans la Bible, nous trouvons des hommes politiques qui, tout en étant un homme politique, la Bible l'appelle un homme selon le cœur de Dieu. Ici, nous parlons du cas, l'exemple du roi David. Ouais. Donc, et Moïse était un homme politique. Il était aussi un commandant de l'armée. Mais la Bible nous dit qu'il était ami de Dieu. Et professeur, j'ai envie que vous parlez un peu avec deux tendances. La première tendance, quand on parle de cette personne à la politique qui n'est pas corrompue, je veux que vous vous adressez, à ceux aussi qui aspirent à entrer dans la politique, Ouais. que c'est possible de faire la politique, comme vous dites, et rester dans la droite. Exactement. Mais aussi parler à la population, d'où nous aujourd'hui, nous pouvons venir et élire quelqu'un dans la politique, mais aussi de nous attendre que quelqu'un peut venir nous représenter d'une manière correcte sans être corrompu. Exactement. Donc, je pense que c'est très important que la population comprenne que c'est possible, mais que nous aussi, pas nous, mais vous qui êtes dans la politique, de savoir que c'est possible aussi que moi, je puisse exceller dans la politique sans être corrompu. Oui. Et évidemment, ça c'est important. Je pense qu'il est très difficile aujourd'hui de pouvoir croire qu'il y a des leaders politiques qui ne sont pas corrompus. Si je donnais l'exemple des pays occidentaux, les gens vont dire « Ah, mais celui-là, il était aussi corrompu » ou quoi que ce soit. On ne veut pas que les autres puissent progresser. On veut être soi-même, la seule personne. Je dois posséder toutes choses. Il faut que toutes les compagnies de construction soient entre mes mains. Toutes les compagnies de télécommunications soient entre mes mains, toutes les compagnies minières soient entre mes mains, personne ne peut passer ailleurs sans signer un contrat avec moi. Chaque pays, chaque investisseur étranger qui veut investir au Congo doit passer par moi. Et les gens qui viennent pour qu'ils veulent investir au Congo, non, on trouve des ministres qui disent « Non, où est ma part? Si je n'ai pas ma part, vous n'investissez pas au Congo. » Des projets de construction d'hôpitaux, de beaucoup de services qui n'ont pas été accomplis au Congo parce que chaque ministre, chaque député, chaque président, bien qu'il y ait un seul président, chaque gouverneur veut avoir sa part de corruption. Et ça, c'est inacceptable. Si vous ne donnez pas un pot de vin, donc vous ne pouvez pas œuvrer, vous ne pouvez pas opérer. Le pays a beaucoup perdu à cause de cela. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Le monsieur nous dit, c'est vraiment regrettable chez vous au Congo. Nous sommes allés, on voulait mettre l'argent pour la construction d'un hôpital. Nous avons dit, on va mettre 50 millions de dollars pour que cet hôpital puisse avoir lieu.
un ministre qui vient qui dit, si vous ne me donnez pas tel montant, comme ma part, vous n'avez pas droit à construire cet hôpital. Il dit, mais nous avons dit, mais c'est pas à nous, c'est un don que nous voulons donner au gouvernement, disons, au peuple congolais. Qu'est-ce que nous allons gagner dans tout cela? Et le ministre qui dit, si moi je n'ai pas ma part, alors oubliez ces projets. Et ces projets n'avaient jamais été accomplis. Donc vous voyez, et ça se passe comme ça. Des compagnies de télécommunications qui sont allées au Congo, qui voulaient investir, qui sont rentrées. Parce que on a obligé que si vous voulez investir au Congo, il faut me donner tel pourcentage. Ça, c'est ça que nous parlons. La Bible dit qu'il ne faut pas que de telles personnes soient des leaders. De telles personnes ne devraient pas être des leaders. Vous regardez aujourd'hui, l'économie congolaise est tombée. Les gens parlent des mines. Vous allez au Katanga aujourd'hui, c'est un scandale. Un scandale de ces 12 dernières années ou bien ces 18 dernières années, qu'il faut dire. C'est un scandale. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a eu des gouverneurs corrompus. On a eu des gens qui sont corrompus, qui ont détruit le pays. Parce que ils ont reçu l'argent qu'ils ont mis dans des poches et ça ne leur dit absolument rien, même si l'environnement doit être détruit, même si le peuple doit souffrir, tant que j'ai ma part, tant que moi j'ai reçu ma part, je m'en fous des autres. Et les gens, les Congolais par exemple, peuvent se fâcher contre certains présidents américains pour dire non, mais ces gens-là sont corrompus parce qu'ils ont permis à tel pays ou à tel autre pays de pouvoir nous envahir au Congo ou quoi que ce soit. Si ces gens-là sont corrompus et qu'ils ont permis à certains pays de nous envahir, c'était pour l'intérêt de leur pays. Ce n'est pas ce genre de corruption dont nous parlons. Parce qu'au fait, si moi je suis président au Congo aujourd'hui, pour l'intérêt de mon peuple congolais, bien sûr, je vais faire tout ce que je peux faire, même s'il faut, évidemment... Pour défendre les intérêts du pays. Voilà, je dois défendre les intérêts du pays pour dire, si je me retrouvais dans la position des États-Unis, par exemple, et que quelqu'un au Congo veut dire, non, non, mais le président doit intervenir, doit défendre nos intérêts, les gens pourront appeler cette défense des intérêts comme étant une corruption. C'est dans ce cadre-là que je disais. Ouais. Donc, si on appelle la défense des intérêts américains, même si nous considérons que c'est une défense, disons, ils ont pris ces choses-là d'une façon illégale, mais ce n'est pas que le président américain en a pris de la caisse de l'État ou a dépouillé son peuple de ses richesses, d'un peu d'argent qu'ils avaient pour arriver là où il est. Okay. Mais ce que nous trouvons au Congo, c'est un scandale. C'est qu'on a des gens, lorsqu'ils sont en position d'autorité, il suffit qu'une entreprise étrangère, même hostile à nos valeurs, arrive au Congo et que cette entreprise dise non, mais écoutez, moi, je veux faire ceci. Par exemple, je donne un exemple. Une entreprise arrive, voilà, nous allons donner du ciment. Nous voulons exporter du ciment de la Chine vers le Congo. Et vous êtes dans une position de régulation. On vous dit, écoutez, en tout cas, notre compétiteur sera la cimenterie nationale du Congo, par exemple. Alors, si il y a une cimenterie dans le Bas-Congo, si par exemple, vous acceptez de casser votre cimenterie au Congo, nous allons vous donner 30% des ciments, des revenus de ceci. Et il y a des ministres pareils. J'ai donné un exemple vraiment fictif, je ne sais pas si cela s'est passé. Et il y a des ministres qui peuvent accepter une telle proposition. Il y a des présidents qui peuvent accepter de telles propositions pour dire, d'accord, détruisez ceci, tant que moi j'ai 30%, mais 40%, cela me suffit, je m'en fous du peuple. Et quand on parle de ces 30 ou 40%, ça c'est à titre personnel du ministre ou président, pas au pays.
personnel. Ok. Et c'est ça ce qui se passe au Congo. Ouais. Et la Bible nous dit qu'il faut choisir des incorruptibles. Les corruptibles travaillent pour leur ventre, pour le ventre de leurs membres de famille, et aussi ils travaillent de concert avec les ennemis du peuple pour détruire les pays. Les gens peuvent... Vous savez, autrefois, j'avais suivi à la télévision une entreprise d'un pays, une entreprise chinoise, en Mbujimaï, dans le Kasaï oriental, en train d'extraire du diamant. 270 tonnes carats par semaine ou par jour ou quoi que ce soit. Et cette entreprise vous prend les 270 tonnes de diamants, met ça dans l'avion, on amène ça en Chine, l'entreprise ne paye aucune taxe, l'entreprise ne construit aucune route, aucune école, aucun hôpital, ne fait rien. Elle prend et l'amène. Mais qu'est-ce que l'État congolais gagne? Absolument rien. Mais il y a sûrement quelqu'un. Il y a un contrat qui a été signé. Quelqu'un qui est en train de gagner. Ouais. Donc c'est de ça que nous parlons. Et ce phénomène se passe dans toutes les provinces minières. C'est ce que nous avons vécu pendant 18 ans dans le Katanga. C'est à cause de cela que la GECAMINE est tombée. Parce que des gens qui étaient à la gouvernance dans le Katanga ont préféré leurs intérêts personnels que l'intérêt public. Alors, c'est ça, c'est de ça que nous parlons, la corruption à grande échelle, mais aussi à petite échelle, parce que ça se trouve à tous les niveaux. Mais moi, ici, je touche cet aspect-là de grande échelle. Pourquoi? Parce que nous aspirons à la magistrature suprême. Moi, je voudrais devenir président au Congo parce que j'ai des capacités, j'ai la compétence, j'ai été uniquement formé pour ça, j'ai été préparé pour ça. C'est vrai qu'on dirait qu'il n'y a pas une école qui forme des présidents, mais j'ai été préparé toute ma vie pour cela. Et on a atteint, sur le niveau académique, on a atteint le niveau d'éducation, le niveau le plus élevé qui puisse exister sur la terre des humains. Et nous préparons des gens aux différents postes de leadership en Amérique et partout au monde. Nous avons cette expérience, cette connaissance académique, mais aussi l'expérience professionnelle. J'ai été professeur d'université aux États-Unis pendant 22 ans. Et j'ai aussi formé des professeurs dans d'autres grandes universités du monde. J'ai une grande expérience et je suis un homme. Je connais la parole de Dieu. Je l'ai enseignée. J'ai travaillé avec le ministère du Campus pour Christ International en tant que directeur du ministère universitaire au niveau national. Je peux transposer ma formation. J'ai été aussi préparé uniquement dans un programme qui a été financé par l'État de la Floride, dans ce qu'on appelle en anglais Leadership Enhancement Program, pendant une année entière où j'étais formé par de grands leaders de ce pays en train de suivre un programme de mentorat financé par le gouvernement américain pour me préparer à de grands postes de leadership, que ce soit en Amérique ou ailleurs dans le monde. Donc, j'ai bénéficié de ce soutien du gouvernement américain à travers l'État de la Floride, voté par la législature de la Floride, pour que l'on prépare cette personne dont les gens vont voir que moi je suis préparé, équipé, formé avec le financement des gens qui ont payé des taxes aux États-Unis. C'est parce qu'ils ont vu en moi des compétences qui sont peut-être sans égal. Et en tout cas, avec cette note-là, nous allons vers la fin. Et je vous remercie en tout cas, professeur Malala, pour avoir eu ce temps de pouvoir nous démontrer, d'après vous, ce que vous appelez les 4 critères de l'homme politique selon Dieu, ou l'homme dans la politique selon Dieu. Ouais. Et j'ai aimé, même avec votre conclusion, de voir que vous avez ces compétences, donc comme vous dites,
cette crainte de Dieu, ces sentiments cette réalité dans la loyauté et l'intégrité. Mais comme vous dites aussi, à la fin, le pays, le Congo aujourd'hui a besoin des incorrectibles. Et ça, de jour en jour, nous voyons que c'est quelque chose qui est, en tout cas, inévitable pour la réussite du pays.